USA, les États-Unis d'Amérique commémorent le 245e anniversaire de l'indépendance de ce pays. Cette grande nation, la grande puissance, son histoire nous intéresse. Son histoire intéresse tout le monde. Voilà la raison pour laquelle nous allons en parler sur ces plateaux. Et nous recevons pour vous un historien. Il s'appelle M. Denis Toko. Il nous avait parlé de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, il va encore nous parler de l'indépendance des États-Unis. Alors, je ne suis pas seul sur ces plateaux. Je vais co-animer cette émission ensemble avec Nathalie Ndisha, qui est à ma gauche. Nathalie, bienvenue sur ce plateau. Merci Paul Chiboui. Content de vous avoir à mes côtés pour ce travail. Monsieur Denis Toko, bienvenue encore une fois sur notre plateau. Merci beaucoup de m'avoir invité à ce plateau. Et je commence d'abord par vous féliciter sincèrement. Je veux dire à la chaîne Magique Télévision, parce qu'il y a un an, j'étais de passage par ici, juste au commencement. Et le progrès qu'il y a sur le plan et des équipements, et le progrès sur le plan de la qualité, les jeunes que vous êtes, c'est vraiment encourageant pour la jeunesse. Merci, je suis émerveillé par la qualité des équipements. Merci beaucoup. La santé aussi, ça va après la fête de l'indépendance de la RDC. Vous avez bien passé ces moments. Oh oui, ça va. On fait avec, comme on dit. On fait avec et donc on se porte bien. L'essentiel, gloire à Dieu. Merci. Voilà, avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaite d'abord bonne fête d'indépendance à tous les Américains. Monsieur Denis Toko, ce 4 juillet, les États-Unis commémorent ses 245e anniversaire de son indépendance. Vous êtes historien. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cet événement? Vous savez, c'était l'événement plus qu'important, dans la mesure où à ce jour, les États-Unis sont considérés, à juste titre du reste, comme la plus grande puissance mondiale. C'est qu'ils sont partis de quelque part pour arriver à ce fait d'aujourd'hui. Et il est tout à fait normal qu'on puisse s'intéresser à ces États-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'ils soient devenus ce qu'on est aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai accepté de répondre à votre invitation. Vous dites, qu'est-ce que ça me rappelle de l'histoire des États-Unis, de l'indépendance des États-Unis. Mais avant de vous dire ce que cela m'inspire, je crois qu'il faut donner un peu la genèse. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils soient indépendants en 1776? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire donner un peu la genèse, le processus qui a mis à cela. Je vous rappelle que le territoire américain aujourd'hui, la terre américaine d'aujourd'hui, n'est pas une propriété des gens que nous connaissons aujourd'hui. Ce sont les territoires qui étaient anciennement occupés par ce qu'on appelait les Indiens. Ils sont encore là jusqu'aujourd'hui, mais c'est une minorité aujourd'hui. Le territoire là était occupé par des immigrants qui sont venus principalement de la Grande-Bretagne. Ce sont eux qui sont venus dans le cadre de l'exploitation économique et ils travaillaient aux États-Unis. Ce sont des gens extrêmement laborieux. Ils ont travaillé énormément pour construire ce pays. Et à l'époque des faits, c'est-à-dire en 1776, il y avait 13 colonies qui étaient, comment dirais-je, dont la culture économique était quand même assez poussée. À cette époque-là, c'est-à-dire avant 1776, au milieu du XVIIIe siècle, la Grande-Bretagne, qui était le royaume métropolitain des États-Unis, la Grande-Bretagne était en conflit, en guerre avec la France et l'Espagne notamment. Une guerre atroce qui a vidé les caisses du royaume. Il s'est fait qu'à un moment donné, la Grande-Bretagne, la couronne britannique, n'avait plus de moyens suffisants pour faire face à cette guerre. Tout naturellement, ils se sont penchés vers leur colonie, qui se trouvait, ce qu'on appelle aujourd'hui les États-Unis, pour imposer, c'est-à-dire le Parlement britannique à l'époque, a imposé un certain nombre de lois qui n'avaient pas rencontré l'assentiment des Américains, des 13 colonies américaines. Que disait cette proposition de loi? C'est-à-dire qu'il était question que la production américaine, principalement le thé, qui était une grande production qui se vendait à travers le monde, que toute la production américaine ne pouvait plus être vendue ailleurs qu'auprès de la couronne britannique. Et il y a des gens qui ont accepté, mais il y a des gens qui n'ont pas voulu. Dans ces colonies britanniques d'Amérique. Et
ceux qui étaient pour la couronne britannique, ces gens-là, on les appelait des loyalistes. Et ceux qui étaient contre, on les appelait les insurgés. Plus tard, ils seront des indépendantistes. Le courant de l'histoire a fait qu'après, ils sont devenus des indépendantistes. On les appelait même des patriotes. Alors, il y a eu une guerre énorme encouragée par la Grande-Bretagne pour imposer son dictat quant à la en matière d'exploitation économique et des richesses des États-Unis. Mais les patriotes, les insurgés, ne l'entendaient pas de cette oreille. Je vais vous faire le fil de toutes les péripéties de la guerre, mais il y a eu une guerre énorme entre les deux puissances. Mais en fin de compte, ce sont les insurgés, les patriotes, qui se sont mués en indépendantistes, qui ont refusé, qui ont, à partir de ce moment-là, demandé qu'ils soient indépendants. Voilà comment les choses commencent. Hein. Tout mouvement commence par quelque chose. Oui. Et bon, on verra ça plus tard, commence peut-être par une protestation quelque part. On va le voir dans l'histoire moderne de tous les autres pays. Le fait qu'ils aient refusé ces lois, ces propositions de loi, voilà la goutte qui a fait que les choses ont commencé, les gens ont commencé à parler d'indépendance des États-Unis. Et donc ce mouvement des insurgés ayant réussi, ils ont en 1700, je m'excuse, 1700, nous sommes de... Voilà. Ah, pendant 1900. Voilà. Alors, bon, alors, il s'est fait que, ce qui a fait qu'en 1776, quand les insurgés avaient énormément pris le pas sur le terrain de la guerre face aux Britanniques, bien sûr avec l'appui de la France, avec l'appui de l'Espagne. Quand ils ont pris ça, ils ont décidé maintenant de déclarer leur indépendance. Ils ont fait un congrès aux États-Unis, quelque part à Philadelphie, pour déclarer leur indépendance. On dit maintenant, nous sommes indépendants. Nous devenons des indépendantistes. Ils ont fait une déclaration officielle. Et c'est cette déclaration qui fait que la date de ce 4 juillet est considérée comme la date de la déclaration d'indépendance. On verra autre chose après, mais j'insiste pour dire déclaration d'indépendance. Voilà un peu globalement comment on est arrivé à cette date-là. Je parle de la date du 4 juillet. Parlons de cette date du 4. Oui. La date, certains clament que la date du 4 juillet est arbitraire. On dit que cette date est purement arbitraire parce que les indépendantistes avaient commencé à manifester. Ils se sont battus depuis 1775. Voilà. C'est ce qui est dit. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Bon, voilà. Je venais de dire ça ici, que la guerre entre les loyalistes et les insurgés, qui sont devenus plus tard les indépendantistes, cette guerre a commencé en 1775. Et s'est terminée en 1783 par le traité de Paris, qui a reconnu, suivez-moi bien le terme, qui a reconnu l'indépendance des États-Unis. Mais la guerre a commencé en 1775, comme vous le dites. Et en cours de guerre, en 1976, les forces des insurgés, ayant pris le pas sur le terrain de la guerre face aux Britanniques, ils ont déclaré, font une déclaration d'indépendance au congrès de Philadelphie. Voilà pourquoi on considère cette date-là comme une date de départ pour l'indépendance des États-Unis d'Amérique. On ne peut pas dire que c'est une date prise au hasard, non. Parce que maintenant, l'idée d'indépendance naît avec cette déclaration d'indépendance. Mais c'est plus tard, à la fin de la guerre, au traité de Paris, qui a reconnu l'indépendance des États-Unis. Et finalement, ils se sont constitués, la Constitution est née à partir de ce moment-là. Parce que lorsque eux faisaient la déclaration d'indépendance, il n'y avait pas encore un État. Il n'y avait pas un État. C'est à la fin de la guerre, quand les autres avaient gagné la guerre, c'est à partir de ce moment-là que la Constitution est venue plus tard. Donc cette date-là, elle est logique aussi. Elle est logique. Elle est logique à mon sens. Monsieur Denis, ici chez nous, en RDC, on parle de Lumumba comme tête d'affiche dans la lutte pour l'obtention de l'indépendance. Ouais. Alors pour les États-Unis, on va parler de qui et de qui? On n'hésiterait pas. Ils sont nombreux, il y a Lincoln, il y a Jefferson, mais le plus grand d'entre eux, c'est George Washington. Qui était Washington? Washington, c'était un chef de guerre
pendant cette période de guerre, c'est lui qui a été, on dirait aujourd'hui chez nous, le général d'armée, le commandant des forces, c'est lui qui était à la tête de l'armée des insurgés. Et c'est lui qui s'est distingué par sa bravoure militaire. Il était tout le temps à la tête des forces armées. Et c'est lui qui a fait gagner. C'est sous sa houlette que les combats ont été menés sur le terrain. Je dis. Et donc cet homme-là, il est à la base de l'indépendance des États-Unis, reconnu par tous les autres. Ils étaient nombreux, les grands, comme j'ai dit, les Lincoln, les Jefferson. Ils étaient nombreux. Mais compte tenu de sa bravoure militaire, compte tenu de sa détermination, voilà un peu le parallélisme avec Lumumba, compte tenu de tout ça, de sa bravoure, de son abnégation. Et cela fait qu'il était reconnu par ses pairs lorsque, à la fin de la guerre, lorsque les États-Unis étaient constitués en État, il était reconnu comme le primus inter pares, c'est-à-dire le premier d'entre tous ces pairs-là. Et bon, c'est ainsi qu'il est devenu le premier président de la République, le premier chef d'État américain. Donc c'est le Lumumba des Américains, C'est comme ça. on peut dire. Oui, s'il y a parallélisme, nous sommes à une période où nous parlons de ça, l'indépendance du Congo, l'indépendance des États-Unis. Bon, si on peut comparer, bon, Voilà. c'est pas mal. Nous continuons avec l'indépendance des États-Unis sur Oui. le plateau et nous allons parler autre chose, mais c'est après cette courte pause avec la réalisation. Nous revenons sur ce plateau, c'est pour la continuité. Ouais. Spoil l'histoire. Aujourd'hui, l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Dans les années 1760, suite à la guerre de 7 ans, un conflit aux allures de guerre mondiale avant l'heure, les Britanniques prennent possession de la majorité de l'Amérique du Nord, devenant de fait la puissance dominante au nord du continent. Mais ce conflit épuisa les réserves financières de la Grande-Bretagne. Le Parlement anglais décide alors d'une série de lois, instaurant de nouvelles taxes visant les 13 colonies du Nouveau Monde. Les colons se voient également interdire de continuer leur expansion au-delà de la chaîne des montagnes des Appalaches, les territoires à l'ouest étant réservés aux Indiens. De plus, il est décidé qu'une série de forts serait bâtie le long de cette limite de colonisation, bien entendu aux frais des colons. Cela génère évidemment un certain mécontentement dans les 13 colonies. Surtout qu'ils n'ont pas de représentants au Parlement pour les défendre. Ils protestent donc auprès du Parlement et du roi, George III, et font valoir le slogan « No taxation without representation », pas de taxation sans représentation. Mais le gouvernement britannique fait la sourde oreille. Résultat, certains colons se radicalisent. Des campagnes de boycott visant les produits importés d'Angleterre sont mises en place et des émeutes éclatent. La situation dégénère progressivement. Le 5 mars 1770, à Boston, des soldats britanniques confrontés à une foule hostile ouvrent le feu, faisant plusieurs victimes. Le 16 décembre 1773, toujours... Le fait qu'ils aient pris la décision, je les appelle bien des insurgés, des groupes d'individus qui ont pris la décision d'être autonomes compte tenu des efforts qu'ils ont fournis pour créer cet État. J'ai dit qu'il n'y avait pas un État organisé. Et avec c'est un territoire occupé par les Indiens. Ces gens-là sont venus au prix d'une guerre atroce qui n'ont pas cédé. Ils ont déterminé de se battre, de mourir, mais finalement de construire une république. On en reviendra. Donc je ne pense pas que le passé était sans bruit. C'est-à-dire que ces États-là sont nés à la suite d'une guerre. Évidemment, quand on parle d'une guerre, il y a eu des morts, mais on ne peut pas considérer ça d'une manière historique comme c'est un passé sombre. Alors comment on peut considérer ça? Non, C'est uniquement difficile. une détermination, c'est-à-dire Oui. accepter d'endurer pour jouir. C'est pas comme ailleurs, c'est pas comme chez nous, où on veut jouir avant d'endurer. Pas qu'on Parlons, se comprend. parlons un peu de la politique américaine. Hein. Quels sont les principes fondamentaux de la politique américaine? Très bonne question, très bonne question. Vous savez, les États-Unis d'Amérique aujourd'hui, quoi qu'on en dise, quelles que soient les tâches qu'il y a là-bas, parce que ce n'est quand même pas au ciel, mais ils ont mis en place dans leur constitution une trilogie importante. Aux États-Unis d'Amérique, c'est d'abord la République, la notion de la chose publique. Je vais entrer dans les détails.
Et cette trilogie, c'est même dans leur constitution. C'est la République, 1, c'est la démocratie, 2, et c'est le fédéralisme, 3. Ce sont les 3 principes fondamentaux de même la Constitution américaine et naturellement de la politique américaine. On peut savoir comment fonctionne... République, voilà. gestion de la chose publique. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas d'opposition aux États-Unis. Il y a des courants politiques différents. Mais tout le monde voit les États-Unis. Vous avez des discussions au niveau du Sénat, du Parlement, etc. Mais vous n'avez pas des sécessionnistes. Cette notion n'existe pas. Regardez dans un État fédéral où la tendance au sécessionnisme peut arriver, chez eux, c'est tout à fait le contraire. La nation américaine d'abord. Ça, c'est la République. Ça devrait nous inspirer tout le monde, d'avoir une notion de la République, c'est-à-dire de la chose publique. Et ça, c'est consacré dans leur constitution, c'est un des principes fondamentaux. Le deuxième principe, la démocratie. Aux États-Unis. La démocratie, c'est quoi? C'est le respect ou, comment dirais-je, le droit au vote, le droit à l'expression publique. Tout le monde, quand vous êtes américain, il n'y a pas de restriction de vote. Parce qu'on sait qu'un pays se construit à partir de l'expression populaire. Et donc, le droit au vote est garanti. La démocratie, c'est aussi et surtout la séparation du pouvoir. Si on peut s'en inspirer, ce serait une bonne chose. Vous voyez ce qui se passe actuellement chez nous. Maintenant, l'actualité. Je ne pense pas s'il y a vraiment respect de la séparation du pouvoir. Dans un État démocratique, il y a les pouvoirs législatifs, judiciaires et exécutifs. Aux États-Unis, quand bien même, ce sont des États fédéraux, mais dans chaque État, quelle que soit l'autonomie de chaque État, le respect de la séparation du pouvoir est absolu. Et même de la hiérarchie aussi. Absolument, c'est absolu. Quand le pouvoir judiciaire s'y mêle, le pouvoir exécutif n'a rien à dire. Le pouvoir législatif est là pour initier et légiférer, faire une loi. Bon, elle est tout à fait un pouvoir, tout à fait. L'exécutif n'a rien à voir là-dessus. Et c'est comme ça que ça tourne. La démocratie, ça c'est le premier principe. Et puis le troisième principe, coulé dans la Constitution, c'est plus, comment dirais-je, le respect des minorités. La majorité, oui. Mais je vous ai dit, les Indiens propriétaires terriens, c'est une minorité. Les Afro-Américains, qui est une forte colonie, à la suite de la traite, de l'esclavage, il y a un respect des minorités, que ce soit des Afro-Américains, que ce soit des Indiens. Ça, c'est coulé dans la Constitution. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Denis Toko. Alors, parlons du racisme. Parce que vous venez là d'évoquer la minorité, vous parlez des Afro-Américains. On a remarqué qu'il y a un fait récent qui a fait parler de lui dans le monde entier, la mort de George Floyd. Je pense que vous avez suivi cette actualité. Oui. Le racisme, c'est un combat qui a été mené par le pasteur Martin Luther King. Oui, est-ce qu'on peut dire qu'au regard de ce qui s'est fait aujourd'hui, son combat n'a pas porté des fruits durables qui peuvent être respectés jusqu'à nos jours? Vous voyez, la question précédente que vous m'avez posée là, vous parliez des principes fondamentaux. Les principes sont des règles. Les règles, quand c'est établi, il y a des ratés. Il y a des bévues. Il y a parfois quelque chose qui ne marche pas. Mais l'essentiel, c'est qu'on revienne à la raison. Maintenant, pour répondre à votre question, le racisme qu'on a vécu dernièrement, les faits racistes qu'on a vécu dernièrement avec la mort de George Floyd, ce fait-là n'a pas commencé d'aujourd'hui. Vous avez fait ici allusion à Martin Luther King. Martin Luther King, effectivement, s'il est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui, c'est un homme qui s'est battu contre la ségrégation raciale. I have a dream. Malgré que la Constitution, cela ne l'autorise pas. Mais il s'est battu au prix de sa vie. Il en est même mort. Et comme je le disais tout à l'heure, une chose est de déraper, mais une chose est de corriger. Il est mort, je crois, si je m'en souviens, bon, dans les années en 68, je crois, mais après il a été reconnu
je n'ai pas la date en tête, mais autour de 2004, 2007, il a été finalement, je veux dire, Martin Luther King, son combat a été reconnu par la communauté américaine, blanche, noire, etc. Donc, ce qui fait qu'aux États-Unis, c'est une icône. Ce n'est pas n'importe qui. Donc, ça a été reconnu par toute la communauté. Donc, ça a quand même été corrigé, ce qui s'est passé. Ce qui vient de se passer maintenant est une bévue policière, simplement. Je ne me répète dans les faits parce que je n'ai pas tous les éléments à ma possession. Quand bien même Floyd aurait eu un comportement pas correct devant l'interpellation de la police, j'ai dit aurait, peut-être quand bien même cela s'était passé comme ça, mais la réaction n'aurait pas dû être celle-là. Et là, je crois qu'il faut mieux le mettre dans le compte des bévues policières, comme on en connaît à travers le monde. Je ne fais pas l'avocat de l'administration américaine, mais ce que je veux dire ici, quand il y a une bévue, il faut savoir rapidement le reconnaître et le corriger. Ce qui ne se fait pas souvent ailleurs, chez nous par exemple. Voilà ce que je peux dire à propos de cette événement. Alors, en quoi l'histoire de l'indépendance américaine peut-elle nous inspirer ici au Congo? Merci madame de la question. Si vous avez suivi tout le long de mon exposé tout à l'heure, j'ai lancé des petites brèches pour dire voilà ce qui devrait se faire. Voilà ce qui devrait se faire. L'indépendance américaine doit nous inspirer, nous, à un degré beaucoup plus élevé. C'est vrai que nous, particulièrement le Congo, nous ne partageons pas les mêmes circonstances de temps et de lieux pour nous comparer aux Américains. Ils ont eu leur indépendance au XVIIIe siècle, nous avions eu le nôtre au XXe. Donc, les circonstances de temps ne peuvent pas refléter que les aspects se fassent la même chose. Et même des lieux. Et ils sont de l'autre côté, nous sommes de l'autre côté. Mais ça devrait nous inspirer comment les gens qui ont eu leur indépendance depuis des siècles, depuis de 2 siècles, tiennent leur constitution en état. Il n'y a pas de modification. Non. Ils tiennent le fond. Le fond reste celui-là. Et pour revenir à votre première question, voilà pourquoi ça marche. Et nous, si vous voulez que ça marche, lorsque nous édictons nos constitutions, c'est-à-dire nous sommes suffisamment concertés pour mettre la constitution, c'est la loi fondamentale. Pourquoi nous devrions chaque jour vouloir l'aménager? Parce qu'on veut la tailler sur mesure des dirigeants. Et donc ça ne peut pas marcher. C'est une contrainte que nous nous sommes imposés pour avancer. Ce qui nous empêche de développer. Ce qui nous empêche, nous, de nous développer, parce que chacun, entre autres, je dis notamment, il y a beaucoup de faits, mais entre autres notamment, quand vous avez une loi fondamentale qui fluctue à tout moment, c'est une discipline, une loi. C'est une imposition de vous devez rouler à gauche. Vous roulez à gauche. Simplement, c'est une expression populaire. Il ne faut pas que moi je vienne là et moi ça me plaît, je suis responsable aujourd'hui. Il faut que vous roulez à droite, et bon, changer pour qu'on roule à droite. Donc voilà, ça c'est ce qui m'inspire l'indépendance américaine, c'est que nous devons nous inspirer, nous autres. D'abord, le respect de la Constitution. Parce que lorsque vous respectez la Constitution, cela génère beaucoup de bénéfices pour le comportement sociétal. Alors, parmi tous les présidents qui se sont succédés à la tête des États-Unis, lequel, selon vous, a posé des actes concrets et durables? Bon, sur le plan de l'histoire, je reviendrai au président George Washington pour sa bravoure, parce que non seulement sa bravoure sur terrain, mais quand il est arrivé au pouvoir, il avait 2 mandats, comme dit la Constitution américaine. Pendant son mandat, il a lancé beaucoup de plans de redressement économique, beaucoup de plans pour mettre en place le bon déroulement de l'appareil judiciaire. Il était apprécié par tous ses pairs, qui lui ont même demandé d'avoir un 3e mandat, qu'il a refusé. C'est grand. Ça grandit une personne. Ce qui fait qu'il n'est pas venu là pour être définitivement comme ça pour devant le chef de l'État. Il a dit non, malgré qu'il a avancé. Moi, je le trouve un peu plus grand. Mais de nos jours, c'est peut-être assez
subjectif. Moi, j'ai beaucoup apprécié le président Kennedy. Le président Kennedy qui a été assassiné, justement parce que c'est quelqu'un qui avait un esprit, pas du tout un esprit séparatiste. C'est quelqu'un qui voulait amener l'Amérique un peu plus haut, Et rassembler. et rassembler tout le monde, et qui ne voulait pas faire de l'Amérique grand en piétinant sur les autres nations, comme les autres chefs d'État qu'on a connus après. Parce que plusieurs chefs d'État disent l'Amérique d'abord, l'Américain d'abord. Mais écoutez, mais ça devrait nous inspirer nous aussi. Les Congolais d'abord, donc Ben les oui. peuples d'abord. Le peuple d'abord, c'est tout à fait bien. Parce C'est que un- les gens disent, mais, les Américains d'abord, mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. C'est quelque chose que vous appréciez. Beaucoup. Vraiment, merci beaucoup, Monsieur Denis Toko. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes historien. Ouais. Merci à toute l'équipe technique. Hein. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Nous parlons de l'indépendance des États-Unis d'Amérique. C'est un pays qui inspire. C'est un pays qui a connu du succès et un pays à qui plusieurs nations se réfèrent. Voilà la raison pour laquelle nous avons choisi de parler, de décrypter avec un historien qui devait nous donner toutes les grandes lignes de l'indépendance de ces pays. Alors nous sommes arrivés à la fin. Un dernier mot qui peut être un conseil ou un message à lancer à la population congolaise qui est toujours dans la fièvre du 60e anniversaire de notre indépendance. Je reviendrai toujours sur ce conseil que je donne aux Congolais, que je me donne. Je vais prendre une expression que j'entends de temps en temps, un conseil que je me donne, je donne à tout le monde, c'est de penser et croire que cette terre, la RDC, nous a été donnée par Dieu avec beaucoup de richesses. Commençons d'abord par penser au développement de notre pays. Nous avons des cours d'eau qui regorgent énormément de poissons. Nous avons des forêts, nous avons la faune et la flore abondantes et vivantes. Nous avons toutes les possibilités, que ce soit sur le plan environnemental, de profiter de la manne du monde entier. Pensons à exploiter nos richesses pour nous. Et les tremplins, on peut l'exporter. Voyons ce qui se passe aux États-Unis. Je vous ai dit, voilà par exemple la Constitution, elle n'a jamais été posée. Ça ne plaît pas à tout le monde. Mais lorsqu'il y a une discipline quelque part, le reste, elle vient par après. Ce qui ne marche pas chez nous, c'est que c'est plus la guerre des positionnements, c'est plus la guerre d'intérêt. Et je ne sais pas pourquoi, la meilleure façon de vivre dans ce pays, le plus grand commerce, c'est de faire la politique. Et faire la politique en se servant. Quel jour nous allons sortir de cette situation si nous ne pensons qu'à nous-mêmes et pas au pays. Vous avez un pot de responsabilité. La première des choses, c'est de vous enrichir, d'avoir des comptes bien garnis, d'avoir des villas partout, mais vous vous souciez peu de la route publique, de la voie publique qui reçoit tout le monde. Vous vous occupez peu de l'épanouissement de nos hôpitaux, des écoles, pour former les jeunes. Vous ne voyez que vous-même. On vient de suivre un procès ici. Si cela est vrai, ce qu'on a entendu, c'est malheureux. Ça devrait nous inspirer pour qu'on construise le pays. Parce que nous en avons les moyens. Aimons notre pays comme les Américains aiment les leurs. Merci beaucoup, Merci monsieur Denis Toko. Ce conseil n'est pas que pour moi ou bien pour les caméramans qui sont ici. C'est un conseil qui nous concerne à nous tous les Congolais. Nous devons le mettre en pratique pour un Congo meilleur demain, pour que nos enfants, pour que ceux qui viendront après nous puissent trouver un héritage qu'ils vont pérenniser pour un avenir meilleur. Merci à Nathalie Ndisha qui était avec moi sur ce plateau pour la co-présentation. Merci à Exaucé Koukola, merci à Magali Panzou, merci aussi à Martin Elibo et aussi à Gloire, eux qui ont assuré la partie technique de cet entretien qui parlait de l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Nous mettons un point final
à cet entretien. Nous retrouvons très prochainement, toujours sur Magic Télévision. Ciao. Ciao. Merci beaucoup, papa. Merci.